Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. Seigneur. Ah non, mais c'est, Ah, j'aime ça. tu sais, être heureuse. Est-ce que tu veux nous l'interpréter? Oui. Ben, je te laisse t'installer. Elle a longtemps été la moitié blonde des Sœurs Boulay et avec qui elle a connu un succès retentissant dès le premier album lancé en 2013. Au fil des ans, elle a continué de jouer avec les mots en publiant des livres. Et à l'âge de 35 ans, elle a obtenu un diagnostic de neurodivergence qui l'a inspirée à plonger dans l'aventure du balado. Depuis quelques années, elle trace aussi son chemin comme artiste solo. D'ailleurs, elle a lancé un deuxième album au printemps dernier, Est-ce que quelqu'un me voit? Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec, Stéphanie Boulay. Merci. Hey, je vais te faire une confidence d'entrée de jeu. OK. OK. J'ai peur. Non, mais c'est une belle confidence, OK. en fait. Là. Quand j'ai su que tu acceptais notre invitation, je me suis tournée vers mon chum. Puis j'ai dit, oh my God, Stéphanie va être dans le balado. Je suis full stressée. Ah! Puis là, mon chum était comme, ben voyons, Andréane. Puis j'ai dit, ben c'est parce que cette fille-là, j'admire tellement son intelligence puis sa sensibilité, on dirait que je serais pas à la hauteur. Ben voyons donc, tu me niaises. Il a dû là, me brasser pour me donner le courage d'arriver devant toi puis de te regarder dans les yeux. Mais ce qui est vraiment fucké, c'est que moi, en ce moment, j'ai des spots en dessous des bras parce que je suis stressée d'être ici, là. Tu comprends? Comme... Je peux pas... Je sais pas. Je sais pas, je me sens comme un bébé lala. Partout où je vais, fait que je comprends pas pourquoi ça t'a fait cet effet-là, mais je sais pas, sois bien en paix. En fait, dès que t'es arrivé puis qu'on s'est donné des becs, j'ai fait, ah mon doux, ben non, mais ça va bien aller. Cette fille-là bon. est bien chill, ça va bien aller. Ah, ben, je suis vraiment contente que tu me dises ça parce que, tu sais, il y a des gens qui souhaitent, tu sais, on dirait qu'on a envie de projeter quelque chose. Chaque personne, peut-être, on a envie de projeter quelque chose. En tout cas, moi, je pense souvent à ça. Il y a des gens qui veulent inspirer le respect, il y a des gens qui veulent inspirer différents trucs, mais moi, j'ai vraiment envie, profondément, mon but dans la vie, c'est que les gens se sentent bien avec moi, genre. Fait que, c'est ça, tant mieux si... Mission accomplie dans mon cas. Merci. Ça n'a pas pris de temps. Ben oui, mais c'est parce que je te suis depuis les débuts des Sœurs Boulay. J'ai trippé sur vous autres. Là, ensuite, tu as commencé à publier des livres. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais cette fille-là, les univers qu'elle crée en chanson, déjà, je trippais. Là, ensuite, dans ce que tu écris, dans l'album illustré comme dans le roman, j'ai fait, oh là 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 là, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ensuite, tu pars ta carrière solo. Puis à nouveau, ton univers me transporte. Fait que c'est ça. #fan, je suis. Ben, merci. Je veux savoir, Stéphanie, la musique, là, au tout début, c'est rentré comment dans ta vie? Oh my God, c'est rentré vraiment très tôt. Étonnamment, parce que on vient vraiment pas d'une famille d'artistes, là. Ma soeur puis moi, les gens pensent souvent qu'on jouait de la musique sur le bord du feu, mais pas pantoute. Okay. Par contre, il y avait souvent de la musique qui jouait à la maison, donc je pense que ça faisait partie quand même des meubles là, chez nous. Tu sais, la radio était tout le temps ouverte, même quand on n'était pas là, la radio restait ouverte. Là. Genre, c'est comme un personnage de notre enfance, c'est vraiment la radio, tu sais. Fait que je pense que assez jeune, il y avait un intérêt, tu sais, beaucoup de chants de danse, de genre personnage, un grand besoin d'être vu, d'être entendu, d'exister, d'être devant la caméra, tu sais, vraiment un grand besoin d'attention, je pense. Mm-hmm. Fait que ça, c'est venu avant peut-être la musique, mais la musique a servi comme de véhicule pour exprimer ça peut-être un peu. Puis la façon dont c'est arrivé un peu plus sérieusement dans ma vie, je dirais que c'est par ma sœur, parce que même si ma sœur est plus jeune que moi, elle a été comme repérée, castée par une prof de musique de ma région qui l'a entendue chanter dans une petite chorale d'enfants. Puis elle a vraiment spoté, puis elle a dit cet enfant-là a vraiment un talent que j'ai jamais vu. Donc, elle est venue cogner chez nous pour convaincre nos parents de faire rentrer les cours de musique dans la maison. Wow. Puis par l'entremise de ces cours-là, de ce que ma sœur apprenait, j'ai commencé à essayer moi aussi en cachette. Puis au début, je pensais que je n'avais pas de talent, mais finalement, comme 14 ans à peu près, là, l'âge où j'ai vraiment fait... non, là, moi aussi, je suis capable, puis je vais arrêter de me cacher, puis je vais y aller moi aussi. Fait que, ouais, je dirais que c'est... Je pense que premièrement, sans ma sœur, mais aussi sans cette professeur-là qui s'appelle Michel Lé-Richard, là, de qui on est encore assez proche puis qui va rester pour toujours comme, je sais pas, notre marraine, notre mentor. Là. Elle a vraiment changé la trajectoire de nos vies, cette femme-là. Fait que... clairement. Les profs peuvent tellement avoir un impact incroyable. Là. Je suis persuadée que sans elle, en fait, je sais même pas si je sais pas je serais où. Je m'inquiète pour la moi qui aurait pas rencontré cette femme-là, en fait. Ah ouais, tu penses que la musique, t'en aurais pas fait le centre de ta vie si c'était pas d'elle? Je pense que la musique m'a sauvée littéralement. L'art m'a sauvée. Je pense que... Ouais, je suis inquiète de penser... Pas je suis inquiète, mais je suis...
quand je pense à la moi sans la place de l'art dans ma vie, je me vois vraiment comme quelqu'un de misérable. Ah Je ouais. pense vraiment que ça a sauvé ma vie. Là. Ça a l'air gros comme ça, puis ça a l'air un peu exagéré drama, là, mais c'est Non, je vraiment ce que comprends. je pense. Ouais. Ça t'a sauvé du misérabilisme dans lequel tu aurais pu te vautrer. Ouais, genre de, je sais pas, de la dépression, de l'absence de sens. On dirait, tu sais, je suis une personne qui cherche beaucoup de sens, qui cherche pourquoi j'existe, pourquoi on existe, pourquoi on ressent aussi, tu sais, je ressens les choses tellement fort. Je suis tellement hypersensible que je pense que si j'avais pas eu ce catalyseur-là, ça m'aurait mangé de l'intérieur, genre. Ouais. Et tu disais que c'est à 14 ans que tu as un peu pris ton courage à deux mains pour dire non, moi aussi, j'ai du talent puis je peux le faire. Hey, à 14 ans, il faut le faire là, quand même, parce que quand on est ado à cet âge-là, on cherche beaucoup, puis c'est pas tant la confiance en soi qui nous détermine, tu sais, qui nous définit, j'ai l'impression. Mais toi, tu avais ça, cet appel-là, puis faire. Je suis comme émue en ce moment, je m'excuse. Ben non. Qu'est-ce qui te rend émue? Ben, je sais pas, on dirait que je m'imagine, puis je ressens de la tendresse, comme de l'empathie, je sais pas, parce que je m'aimais pas à 14 ans, là. J'en reviens pas, on dirait, tu me fais réaliser que j'en reviens pas que j'ai eu le guts de faire « je vais monter sur scène ». Tu sais, j'ai commencé direct de même, je suis montée sur scène. C'est sûr que j'avais ma petite sœur qui m'a beaucoup, beaucoup influencée puis qui m'a donné ce courage-là parce qu'elle, elle avait peur de rien. Elle avait, tu sais, c'est comme pas froid aux yeux, là. Elle monte sur scène, elle a son affaire, elle pogne son micro puis elle y va, tu sais. Fait que d'avoir une petite sœur qui faisait ça, peut-être ça m'a aidée. Uh-huh. Mais je sais pas, ça me touche de penser à ça, ouais. Hey, parce que sans faire du courage, on s'apprécie à 14 ans pour faire ce move-là. En tout cas, dans ma tête, Ouais. à moi... Puis tu sais, la confiance en soi, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Peut-être qu'on peut s'en douter, mais c'est pas, j'en transpire pas en abondance, là, mettons. Là. Mais avec le succès que tu as connu avec ta sœur, avec les Sœurs Boulay, est-ce que ta confiance en soi a grandi un peu? Comment est-ce que tu te sens? Ouais. Oui, OK. Oh, tu te oui. sens pas... tu sens que tu as ta place là, dans le milieu. Non, ça non. Ah ben ça, Ben, c'est intéressant. C'est vraiment un bébé lala de le dire comme ça parce que j'ai eu beaucoup de privilèges puis j'ai eu beaucoup de chance. Donc, de prétendre que je sens que j'ai pas ma place, c'est vraiment ingrat, en fait. OK. Mais je pense que c'est beaucoup plus la relation qu'on a bâtie ensemble, ma sœur puis moi, puis les relations à l'extérieur de notre noyau qu'on a bâti qui m'ont aidé à bâtir ma confiance, beaucoup plus que les honneurs, les trophées. Tu sais, je pense que j'ai jamais senti que j'avais accompli assez ou que j'avais assez rayonné ou que j'avais fait quelque chose d'assez bien, tu sais. Même, tu sais, je le sentais pas plus au moment où je gagnais des prix. Maintenant, j'en gagne plus, je le sens pas moins. Tu sais, c'est vraiment... Il y a quelque chose en moi qui est encore un peu inassouvi par rapport à ça, puis je pense que ça peut pas être assouvi, là. C'est comme un trou noir que j'ai qui va jamais être assouvi. Ouais. Mais par contre, vraiment, la relation que ma sœur puis moi, on a bâtie ensemble, puis la compagnie qu'on a bâtie ensemble Ouais. aussi, tu sais, toute cette entité-là qu'on a réussi à construire, pour vrai, from scratch, pas mal. On a eu beaucoup d'aide, là, mais on n'était pas voués à ça nécessairement. Là. Tu sais, on n'était pas prédestinés à ça. On n'avait pas les connexions du tout parce qu'on venait de la Gaspésie. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui auraient pu nous mettre des embûches, puis je suis vraiment fière de ça, en fait. Mais est-ce que ma confiance a été améliorée par les félicitations que j'ai reçues? Ça vient pas de là. Je pense pas, non. Ben, en même temps, c'est beau de se construire sur autre chose que les acclamations des autres. Tu sais, se construire sur soi, être son propre socle d'abord et avant tout. T'as raison. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose en moi qui est vraiment... qui a faim, qui a soif, puis qu'il n'y a pas d'eau puis pas de nourriture qui peut contenter, là, tu sais. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire. Puis, il y a quelques secondes, tu parlais aussi que c'était une espèce de trou noir, comme si tu ne seras jamais satisfaite de ce que tu as. Mais comment on fait pour avancer en sachant qu'on ne sera jamais assouvi? Je sais pas si c'est l'espoir ou si c'est être des loulous. Très bonne question, d'ailleurs, mais je sais pas, on dirait... Je le sais que je serai jamais assouvie, mais on dirait que j'ai quand même l'espoir. Qu'un jour, je vais me dire, OK. Tu sais, mettons, le plus proche que je me suis rendue, je pense, de ce sentiment-là, c'est mon dernier album, mon album solo. J'ai l'impression que je suis tellement allée gratter loin, puis genre toucher à des choses des choses que j'avais déjà frôlées, mais dans lesquelles je n'étais pas nécessairement plongée
corps et âme, là. Tu sais, au niveau de l'impudeur, de vraiment dire les choses telles qu'elles sont, de dire des choses honteuses, de dire des choses qui font mal, d'essayer de connecter par quelque chose qui n'est pas dans les apparats ou genre le front. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai vraiment enlevé mon front. Puis on dirait que pour ça, je suis comme, OK, je pense que ça... Puis, tu sais, c'est pas que je suis pas fière des autres affaires d'avant. En fait, je suis fière de tout ce qu'on a fait, mais j'ai l'impression d'avoir fait sauter une petite barrière de plus avec mon dernier album, que je me dis, j'ai accompli ça. Puis, je me dis quand même, comme si c'était ça, mon œuvre, à la fin de ma vie, je pourrais quand même me dire que j'ai bien fait ce que j'avais à faire, dans le fond. Mm-hmm. Fait que c'est pas tout à fait vrai, ce que je t'ai dit. Okay. Je pense que je ressens quand même une certaine fierté, finalement. J'ai envie de dire, et avec raison, parce que c'est tout un album que tu nous as offert. Ton deuxième album qui est Mon doux. OK, les qualificatifs qui me viennent en tête, là. Puis, tu sais, je l'écoute en boucle depuis un bout, là, cet album-là. Pour moi, c'est un album qui est confrontant, qui est à la fois violent et doux. Un album, moi, qui m'a à la fois mis inconfortable en ce sens où t'es tellement raw, t'es tellement brute, t'es tellement toute là, dans ta grande nudité. Puis là, moi, de recevoir ça, je fais, voyons, on dirait que je devrais pas entendre, je devrais pas savoir ça, tu sais. Puis beaucoup d'admiration parce que tu te livres de cette façon-là. J'étais complètement fascinée. C'est quoi le chemin pour arriver à faire, là, je parle au jeu, c'est moi dans ma totalité, prenez-moi tel que je suis. Comment t'en es arrivé à enlever toutes ces couches puis à faire, ben c'est ça, je suis rendue là? Je pense que j'avais pas grand-chose à perdre, pour être honnête. J'étais à un point de ma vie où j'avais beaucoup, beaucoup perdu de gens, de choses, de... Tu sais, je venais de perdre ma maison, je venais de perdre mon chum, j'avais été belle-mère pendant 4 ans, j'avais perdu les enfants. J'étais vraiment comme un bébé naissant qui recommence tout. Puis je me suis dit, ben tant qu'à ça, on dirait que j'aimerais ça repartir sur des meilleures bases, mettons. Puis je pense aussi, tu l'as dit en intro, mais le fait que j'avais eu mes diagnostics de neurodivergence, qui là expliquait beaucoup de choses. Puis je réalisais aussi à quel point j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps et gaspillé beaucoup d'énergie à essayer de justement mettre des façades, là, puis des masques. Puis j'étais comme, on dirait que pour mes 35 ans, j'aimerais comme ça m'offrir le cadeau d'essayer de faire les choses autrement, tu sais. Puis aussi, je pense que d'avoir évolué professionnellement, en équipe, autant c'est... Tu sais, je repense à l'équipe que ma soeur puis moi, on forme professionnellement, puis c'est genre un bolide, là, pour moi, ultra confortable, ultra performant. C'est comme avoir ton linge le plus confortable, puis te sentir le mieux au monde. Mais en même temps, c'est une démarche qui est du compromis, tu sais. Tu sais, parfois, c'était moi qui prenais le lead, parfois, c'était ma soeur, mais on était toujours dans une espèce de danse de compromis. Puis là, j'étais comme, ben tant qu'à ça, tant qu'à ce que le projet soit sur pause, ben je peux plus, comme j'étais rendue allergique à ça, en fait. Au compromis. Ouais, fait que j'avais plus le choix d'aller jusqu'au bout. C'est un beau cadeau que tu t'es offert. Ouais, puis je suis vraiment contente. Puis tu sais, ce que tu dis, quand tu dis, j'ai l'impression d'entendre des choses que je suis pas supposée, là, mettons, tu sais, on dirait, j'ai écrit l'album le plus honnêtement que je pouvais. Puis là, je me disais, mon Dieu, il y a des gens qui vont entendre ça. Puis là, ça me donnait le vertige, ça me donnait mal au cœur. Là, j'étais comme, je pense, tu sais, je vais-tu trop loin? C'est vraiment comme, tu sais, je l'ai lancé, puis j'étais comme, OK, les gens, ils savent beaucoup, beaucoup de choses maintenant. Puis est-ce que c'est trop? Tu sais, moi, je suis le genre de personne que je rencontre quelqu'un, puis je vais tout de suite faire, OK, toi, c'est quoi tes traumas d'enfance? Oui. C'est quoi qui te fait vibrer? Tu sais, je rentre tout le temps dans le vif du sujet, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, se faire brasser de même. Il y a des gens qu'il faut prendre plus doucement. Puis je pense, tu sais, les gens... Il y a des gens que les pincettes, c'est bienvenu, tu sais. Ouais. Puis j'ai peur de ne pas prendre les gens assez avec des pincettes puis de leur balancer tout ça de façon raide, là, tu sais. Ah, mais tu vois, tu sais, quand je dis... on dirait que sur cet album, j'ai entendu des choses que je devrais pas entendre. C'est plus dans le sens de... j'admire le courage que ça prend pour se dévoiler comme ça. Puis moi, ce que j'aime quand des gens comme toi osent se dénuder, c'est que ça permet aux autres de le faire aussi.
Tu montres que c'est possible de le faire, que tu es bien avec ça, que tu es assumé. Puis après, ben moi, le message que ça m'envoie, c'est « Hey, je pourrais aussi m'enlever une coupe de front, tu sais. » Mais merci. Si Stéphanie le fait, je peux le faire aussi, tu sais. Ben ça, c'est exactement, tu sais, je veux dire, c'est prétentieux, je pense. J'aurais été prétentieuse de penser en écrivant l'album que c'était ça que j'essayais de faire, tu sais. Mais je me rends compte que pour certaines personnes, ça a un peu fait ça. Tu sais, je reçois quand même beaucoup de messages, là, mettons. Je reçois peut-être... Tu sais, mon projet, il est de plus petite envergure, puis c'est difficile, puis je ressaute, puis je repars du début quasiment. Pas du début, tu sais, j'ai eu beaucoup de privilèges, comme je disais, mais c'est pas aussi gros que Les Sœurs Boulay, puis c'est pas aussi gros que ce que j'ai fait par le passé, mais je dirais que tu sais, les messages que je reçois, mettons, sont vraiment... tu sais, les gens qui tombent sur mon album puis qui l'aiment, ils l'aiment beaucoup, puis ça crée vraiment un beau lien, justement. Tu sais, j'étais tellement toute seule en écrivant cet album-là que j'ai essayé... Je pense que j'ai essayé aussi de créer des liens en l'écrivant. Tu sais, j'étais comme, peut-être qu'à travers cette musique-là, je peux sentir que j'appartiens, que j'ai une communauté, que je parle à des gens puis qu'on a un échange vrai. Puis finalement, c'est un peu ça qui se passe parce que je reçois vraiment des beaux témoignages. Puis, tu sais, je sais pas, à la fin des shows, quand je vais rencontrer les gens, ils ont toujours une histoire à me raconter qui résonne avec des trucs. Fait que ça fait vraiment des beaux moments vrais, tu sais. Tu as ouvert la porte aux gens pour pouvoir enlever aux autres ici un peu de façade. Ben j'aimerais vraiment ça, en tout cas, que ça fasse cet effet-là. Ouais. C'est quoi les commentaires que tu reçois le plus après les spectacles? Qu'est-ce que les gens viennent te dire? Les gens viennent me dire... Mettons, les commentaires qui reviennent le plus souvent, c'est des personnes... J'allais dire des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent me voir, qui sont comme entre genre 30 et 45 ans, qui ont vécu une rupture dans leur trentaine ou qui réalisent que finalement, ils n'auront pas d'enfants, ou qui ont des enfants, mais qui se demandent comme ça aurait été quoi ma vie, j'étais pas sûre, je me demande ça aurait été quoi ma vie si j'en avais pas eu. Fait que c'est beaucoup comme des gens qui ont vécu comme des recommencements, mettons, un peu, tu sais, dans l'âge adulte, mettons, midlife crisis, oui. On dirait. Puis qui se sont... en fait, c'est des gens qui ont vécu quelque chose qui a fait qu'ils se sont sentis losers dans leur âge adulte, puis qui se sont dit « Ah, tout le monde réussit sauf moi. Pourquoi moi, je retombe encore à ce niveau-là, alors que je suis supposée d'avoir bâti quelque chose puis d'avoir compris des choses? » Puis que finalement, ils tombent sur mon album puis ils font « Oh mon Dieu, je suis pas tout seul à me sentir loser de même. Fait que c'est quand même hot, tu sais. Ouais. Dans ces commentaires-là, il y a la chanson « Je n'aurai pas d'enfant », je pense, qui touche beaucoup, beaucoup les gens. Ouais. C'est quoi cette chanson-là pour toi? C'est la première tune que j'ai écrite sur l'album. C'est probablement la plus tough à écrire. Puis en même temps, j'essaie de l'aborder avec pas trop de peine et de découragement, mais c'est une chanson qui dit que j'aurai pas d'enfant. En tout cas, c'est pas parti pour ça. Mais j'essaie de le dire d'une façon nuancée. Tu sais, premièrement, on vient de commencer à parler dans l'espace public que ça existe, même si ça existe depuis vraiment longtemps, que ça existe de façon pas nécessairement misérable, justement, qu'il y a des gens qui choisissent ça, qu'il y a des gens qui le choisissent pas aussi. Puis je trouve ça cool parce qu'on a beaucoup de modèles dans l'espace public en ce moment, de femmes qui disent « Moi, j'en voulais pas, j'en ai pas eu, je suis vraiment contente, je suis bien avec ça », ce qui est extrêmement positif, je pense, pour la liberté de choix. Mais moi, j'avais une approche un peu plus ambivalente, je dirais, par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était pas nécessairement un choix, mais c'était pas nécessairement... Tu sais, j'en voulais pas à 100%, mais en même temps, encore à ce jour, je suis pas sûre que j'en aurais pas voulu. Fait que c'est plus une approche de... Oui, j'ai un peu de peine de pas en avoir, mais en même temps, je suis quand même heureuse puis j'aime quand même ma vie. Fait que je trouvais que c'était important de parler de ça avec cet angle-là. Mais vraiment, quand j'ai écrit la chanson, c'était 100% viscéral. Là. J'avais vraiment besoin de l'écrire à ce moment-là. Là. Je l'ai écrite avec beaucoup de larmes et beaucoup de vulnérabilité. Mais maintenant, quand je la joue, j'essaie d'y donner une couleur un peu plus, c'est ça, nuancée, disons. Est-ce que tu veux nous l'interpréter? Oui. Yeah, je n'aurai pas d'enfant. Stéphanie Boulay dans le balado Fréquence Québec. Est-ce qu'on fait des enfants pour être heureux, pour pas finir tout seul quand on sera vieux? Est-ce que c'est vraiment grave si j'ai personne, si j'ai rien fait durer parce que j'étais trop conne?
Si j'ai juste attendu pendant 1000 ans de trouver le bon et le bon moment et tenu les petits de mes anciennes amours en me rappelant que c'est jamais mon tour. Je le sais, j'aurai pas d'enfant. J'ai raté ma chance. Je vais me faire à l'idée, malgré que je suis toute seule maintenant, que rien n'a de sens. Je vais continuer à en chercher. J'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 15 ans que je serais toujours la même malgré le temps, que mon cœur de petite fille resterait là sous mon air arrogant et mes pas de doigts à quêter de l'amour aux mauvaises places, vouloir changer de corps, changer de face, mais que c'était pas grave et qu'être maman, c'est pas être parfaite, c'est juste être maman. J'ai attendu d'être guérie avant même d'en vouloir. J'ai jamais rien promis, j'avais peur de décevoir. J'ai plaidé la folie, j'ai souhaité un hasard. Puis un jour, j'ai compris qu'il était déjà trop tard. Je le sais, j'aurai pas d'enfant. J'ai raté ma chance. Je vais me faire à l'idée, malgré que je suis toute seule maintenant, que rien n'a de sens. Je vais continuer à en chercher. Des fois, y a pas de raison, mauvaise ou bonne. Des fois, y en a des vrais où on s'en donne. C'est peut-être qu'au fond, j'en voulais pas, ou que personne n'en voulait avec moi. Stéphanie, tu nous as lancé un super album qui s'appelle « Est-ce que quelqu'un me voit ». Je veux qu'on parle de la chanson titre qui est absolument bouleversante et du vidéoclip aussi qui accompagne cette chanson. On entend, tu as sorti des images d'archives de ton enfance. On entend notamment ton père sur la toune qui te demande de parler moins fort, de te tasser et tout ça. Moi, ça m'a tellement ébranlée quand j'ai entendu ça. De sentir, c'est ça qu'on voulait tasser comment je l'ai interprété, qu'on voulait tasser la Stéphanie qui avait ce besoin d'attention, qui voulait être de l'avant. Comment t'en es venue à insérer des images d'archives? Comment ton père a réagi? Dans le vidéoclip, on voit que tu montres le clip à ton père. Raconte-moi toute cette histoire-là. Je trouve ça super. Moi, ça me touche beaucoup. Je sais pas si tu vas relater à ce que je vais dire, mais c'était pas juste mon père qui me disait que j'avais trop d'énergie. Puis même moi, je regarde les images, puis je me dis, je me gosse moi-même. Là. Ah ouais? J'étais vraiment tannante. Là. En même temps, j'étais un enfant, puis c'est normal, je pense, de sauter partout, mais je pense que, ce que je veux dire, c'est que je blâme pas personne, mais c'était pas juste mon père. Mettons, mon premier bulletin de maternelle,
C'était écrit que je parlais... Tu sais, vraiment, on appelait ça les étapes. Là. Première étape, premier bulletin, je rentre à l'école, je rentre dans le système scolaire. Puis les commentaires, c'est que je parle trop fort, que j'écoute pas, que je gigote trop, que je suis pas capable de garder le silence parce qu'il y avait des siestes, là, en tout cas. Fait que j'écoutais pas, je faisais n'importe quoi. Je voulais juste parler fort, puis j'avais pas d'écoute, tu sais. Puis je trouve ça comme triste parce que je pense qu'on fait plus... Ben, en tout cas, j'espère qu'on fait plus tant ça avec les enfants aujourd'hui, puis qu'on les prend un peu plus pour qui ils sont, puis qu'on les laisse justement exprimer ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de créativité, il y avait beaucoup d'affaires là-dedans là, qui cherchaient à être exprimées. Mais en même temps, je me dis, je trouve ça quand même cool parce que même si on a passé toute ma vie à me dire que j'étais too much, puis tu sais, c'est aller jusqu'à l'âge adulte dans mes relations, dans, tu sais, tout ça, too much, c'est vraiment... Je sais pas si tu as vu la série de Lena Dunham, là, qui s'appelle Too Much. Non, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Je me reconnais vraiment, là. C'est comme toute ma vie, Stéphanie est too much. Elle a trop d'émotions, elle a trop de besoins, elle parle trop. Puis en même temps, je me dis, c'est quand même cool parce que malgré tout, ça m'a pas éteinte. Puis, justement, peut-être que si je m'étais fait dire « exprime-toi », j'aurais pas développé la musique qui était comme une façon de... Ben, les arts en général, même l'écriture, qui était comme une façon d'exprimer ce trop-plein-là d'une façon qui dérangeait moins, peut-être. Mais bref, je parle souvent du fait que quand j'étais petite, ma sœur était plus cute, puis elle avait plus d'attention, puis moi, j'étais plus la gossante de la famille, puis qu'on me le disait, tu sais. Puis justement, j'étais tellement en questionnement identitaire en faisant l'album. Je me demandais pourquoi j'en suis là, tu sais, pourquoi je suis pas capable de faire ça, de bâtir, pourquoi je suis pas capable de gérer mes émotions. Puis avec mon diagnostic aussi en neuropsy, ça m'a amenée à aller lire ces papiers-là, puis lire mes bulletins, puis regarder ces vidéos-là. Puis j'avais des preuves, en fait, j'avais des exemples noir sur blanc de qui j'étais, puis que dans le fond, j'ai pas vraiment tant que ça changé, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir 35 ans, puis de me questionner sur qui je suis, puis de revenir à qui j'étais, puis comment je me suis construite, puis pourquoi je suis comme ça, tu sais. Mais ouais, mon père, il a vraiment bien réagi, en fait. Je pense que ça l'a beaucoup touché. Puis c'est pas la première fois que... En tout cas, c'est compliqué de parler de mon père parce qu'on a une relation vraiment complexe, mais c'est pas la première fois que ça fait ça, que par l'entremise de la musique, on arrive à avoir des conversations ou même pas avoir de conversations, mais sentir qu'on a compris des choses de part et d'autre. Wow. Avec ma sœur, c'est arrivé avec quelques chansons aussi qu'on décide de sortir, puis que ça frappe la cible au bon endroit, en fait, que ça soit compris d'une façon qui... C'est comme des conversations parfois qu'on n'aurait pas pu avoir autour d'une table. Ça aurait mené à de la chicane, de l'incompréhension, mais quand c'est fait dans le cadre d'une pièce, d'une œuvre, on dirait que le message se rend mieux, tu sais. Puis là, ça a fait ça. Tu sais, je pense que c'est ça, mon père s'est excusé pour probablement la première fois de sa vie, là. Genre, je vois que t'as souffert puis que ça a été difficile, puis je suis désolée, tu sais. Fait que je pense pas que j'aurais eu ces mots-là en dehors de cette démarche-là. Puis je trouve ça quand même intéressant de jumeler comme une démarche artistique à une démarche qui avance aussi dans la vraie vie, tu sais. Puis pour le vidéoclip, je suis retournée aussi dans mon village d'enfance, filmer mon ancienne école, filmer mon ancien quartier, mon ancienne maison. Puis je trouvais ça cool de faire vraiment une démarche presque documentaire, pas tout à fait documentaire, mais une démarche qui, moi, me fait avancer comme personne, puis me fait avancer à travers mes relations en même temps qu'il y a de la création là-dedans. Là. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça, en fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu thérapeutique dans la création de cet album? Ouais, vraiment. Vraiment. C'était aussi marié à des thérapies, là. Fait que tout ça se passait en même temps. Mais oui, définitivement thérapeutique. Tu sais, juste... Je pense pas que j'aurais pu faire une tournée seule il y a 5 ans ou 7 ans quand j'ai sorti mon premier album solo. J'avais complètement choqué. J'étais encore dans la perception que si ma sœur était pas là, j'étais comme handicapée, là, tu sais, que je pouvais pas fonctionner. Fait que j'avais refusé les offres de show en 2018. J'avais mis la clé dans la porte là, super rapidement avec mon premier album. Puis là, juste de pouvoir monter sur scène, être front, parler au public avec mes musiciens, sans avoir ma sœur avec qui bouncer des répliques puis faire des jokes, tu sais.
je me serais jamais imaginé ça il y a comme 5 ans. Là. Juste être ici toute seule, faire une entrevue avec toi. Il y a plein d'affaires que j'ai appris à faire très, très récemment par l'entremise de ce projet-là. T'sais. Wow! Ouais. Ça t'a donné des outils pour prendre confiance en toi Vraiment. en tant qu'individu et pas en tant que laisseur bouler. Exact. Wow, c'est beau, Ouais. ça. Mm. Tu disais que, autant Mélanie, toi, vous avez lancé des chansons qui, pas passaient des messages, mais dans lesquelles vous exprimiez des situations dans lesquelles vous n'étiez pas bien. Est-ce que ça, dans le cas, si ton père l'a bien reçu, puis ça vous a permis une conversation, mais est-ce que ça a toujours été bien reçu, ces chansons-là, peut-être un petit peu plus coup de poing? Par nos parents, oui, c'est ça qui est étonnant. On parle beaucoup de nos parents. Tout au long de tous nos albums, il y a des chansons qui sont dédiées à soit notre père, soit notre mère, soit les deux. Puis étonnamment, nos parents réagissent vraiment bien, mais des fois, c'est l'entourage plus large qui trouve ça plus difficile, étonnamment. Là. Ah ouais? Ouais. Je dirais que c'est des gens plus de l'extérieur qui ont le moins bien réagi. OK. Puis ça, c'est quand même beau aussi parce que malgré tout, malgré les désaccords, malgré la complexité de nos relations, mon père, je pense pas qu'il a aimé ça, mais il nous a toujours défendus. Il a toujours défendu notre droit à dire ce qu'on avait à dire. Ça, c'est beau, puis c'est étonnant. Wow. Puis c'est comme réparateur, en quelque sorte, là. Parce que, ouais, c'est pas tout le monde qui a bien digéré ces gestes-là. Puis je pense que c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. La question qui revient souvent, c'est pourquoi vous avez besoin de dire les choses privées comme ça? Pourquoi vous avez besoin d'exposer? Puis c'est une bonne question dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement choisi de partager nos vies, qui n'ont pas choisi de se retrouver dans des chansons. Fait que c'est complexe, tu sais, comme... Même moi, à ce jour, je sais pas qu'est-ce que j'en pense, puis je sais pas si c'est correct de faire ça, mais en même temps, je trouve que la liberté de création, puis de pouvoir raconter, d'avoir son narratif, puis de pouvoir raconter son histoire avec son point de vue, je trouve que ça devrait être intouché. Là. Je trouve pas qu'on devrait jouer là-dedans. Donc, tu t'es jamais censurée en ce sens-là? Oui, forcément, je me suis parfois censurée un peu, mais j'ai essayé de trouver la bonne mesure entre exprimer vraiment ce que je voulais exprimer comme émotion, mais en entachant le moins possible d'autres personnes. C'est délicat. Très délicat, puis je sais pas, comme à ce jour, je sais pas comment bien le faire, puis je prétends même pas l'avoir bien fait, mais je pense que on avait besoin de le faire, là. Ouais. Puis je suis convaincue qu'à ce moment-là, tu l'as fait avec cœur. Oui, c'est ça. C'est jamais pour blesser, c'est jamais pour faire mal ou pour se venger. Il y a des gens qui pensent que c'est de la vengeance ou... C'est vraiment pas ça, tu sais. C'est vraiment une façon de reprendre du pouvoir sur des situations qu'on n'a pas choisies, mettons, pour moi. Est-ce qu'on peut tout dire au nom de l'art ou au nom de la liberté d'expression? C'est ça qui est tough, par exemple, tu sais. Parce que là, quand on dit ça, quand on dit « il faut pas toucher à ça », on peut tomber dans des dérives. Puis on le voit en ce moment même. Je pense pas qu'on peut tout dire. Je pense qu'on peut tout dire au niveau de ce qu'on vit, de comment on ressent les choses. Puis je pense que si ça entre dans le spectre de la haine, faire mal, là, c'est... Mais comment on tranche, je sais pas encore. Tu as reçu il y a quelques années ton diagnostic de neurodivergence. Est-ce que ça a teinté ta façon d'écrire, cet album-là? Est-ce que ça teinte l'artiste que t'es? Le fait de mettre une étiquette ou un mot? C'est vraiment une bonne question. Oui, ça teinte forcément parce que on parle beaucoup, je vais le dire grossièrement, mais comme de mon absence de filtre, là, de ma façon de dire les choses sans filtre, qui est... je dis pas ça comme... C'est pas nécessairement un défaut, là, mais... Non, moi, je trouve ça rafraîchissant. Ben, je pense que avant, j'essayais plus de tourner ma langue cette fois dans ma bouche parce que j'ai un TDAH, là, tu sais. Fait que je trouvais que je me mettais souvent les pieds dans les plats dans la vie. Ben, je le fais encore. Je l'ai fait aujourd'hui. J'arrête pas de m'enfarger. Je parle fort, je dis n'importe quoi. Je crée des malaises. Mais tout. Il y a eu zéro malaise ici sur le plateau. Au contraire. Mais
Je pense que ça a changé ma façon de créer parce que je me filtre moins, mais je pense que ça a surtout amélioré, je pense, ma façon d'exister sur une scène. J'aime ça, raconter des histoires drôles sur scène. J'aime ça, être maladroite. Justement, tout ça que je viens de dire, je le suis sur scène. Puis j'aime vraiment vivre ça. J'aime ça, tu sais, comme des fois avant le show, je vais me préparer, je vais me dire, j'aimerais ça parler de ça, mais je vais pas trop me préparer. Tu sais, je vais penser à une nouvelle joke, puis j'essaie de faire rire mes musiciens aussi. Fait que je pense à une nouvelle joke, puis là, je me dis, OK, je l'écris pas, là, je la teste, là, j'y vais. Puis là, je vais me mettre à déballer des affaires, puis là, je vais me perdre en chemin. Puis ça crée vraiment des beaux moments de rire avec le public, tu sais. Des fois, ça crée des moments malaisants aussi, mais, mais je pense que c'est surtout ça, en fait. J'ai comme... je pense que ma sœur puis moi, on a toujours été assez ricaneuses, autodérisoires sur scène, puis on aime beaucoup faire des blagues aussi ensemble, mais je pense que là, je me lance un peu plus sans filet, puis avec moins de honte, puis moins de « je devrais pas dire ça, je devrais pas dire ça ». Je pense que c'est vraiment plus au niveau de laisser venir ce qui vient naturellement, genre. Ouais. C'est sûr qu'elle était indissociable de ta sœur. On vous a connus ensemble. Ouais. Le fait de te retrouver, donc, de l'avant, de chanter sans elle, parce qu'on connaît vos magnifiques harmonies, vos deux voix se marient tellement bien, mais là, d'être la seule voix, comment c'est pour toi? Ça change vraiment tout. C'est assez impressionnant, puis je pense que ça le fait... N'importe qui chante seul puis qui chante avec d'autres mondes, qui est un peu alerte, se rend compte de ça. Quand on chante avec quelqu'un, selon la voix de la personne, ça va vraiment changer la façon dont on chante. OK. C'est comme les deux voix sont distinctes, mais pour que ça crée une unité qui est harmonieuse, c'est comme s'il faut que ça essaie de se rejoindre quelque part. Okay. Je sais pas si je l'exprime bien, mais je pense que ma sœur puis moi, on chantait tellement ensemble souvent que notre voix, c'était notre identité, notre harmonie, en fait. OK. Puis quand je me suis mise à rechanter toute seule, je savais plus vraiment... tu sais, je veux dire, j'ai jamais changé de voix, mais il a quand même fallu que je retravaille puis que je me demande c'est quoi ma façon de prononcer les mots, c'est quoi mon ton, c'est quoi ma façon de faire des vibratos, c'est quoi... Puis c'est intéressant aussi parce que ça... Je suis pas une grande improvisatrice vocale, mais le fait d'être seule sur scène permet un peu plus d'explorer ça, parce que quand t'es deux, tu peux pas improviser. En tout cas, c'est risqué. Mais là, on dirait que j'essaie d'explorer plus ça aussi. Fait que oui, définitivement, ça a changé ma façon de chanter. Puis je pense que je suis une personne vocalement qui a peur de prendre trop de place aussi. Mais là, il faut que je l'apprenne. Ben oui. Mais en même temps, je chante pas fort. Tu sais, moi, j'ai étudié en musique au cégep. Puis j'étais je dirais peut-être le 30 percentile inférieur, mettons, en termes de talent par rapport à ma cohorte. OK. J'ai jamais été vocalement agile comme les autres, ou c'est vraiment pas ça mon truc. Moi, c'est plus mes mots, peut-être, je sais pas, c'est d'autres trucs en tout cas. C'est pas ma puissance vocale. Mais là, j'essaye d'y aller plus, tu sais, de prendre cette place-là que j'ai toujours eu peur de prendre. Et pourtant, prends-la, mon doux Seigneur. C'est tellement intéressant de découvrir la texture de ta voix quand tu chantes seule. Et moi, c'est tellement... On reconnaît Stéphanie des Sœurs Boulay, mais en même temps, c'est tellement distinct. C'est tellement intéressant de découvrir la chaleur de ta voix, c'est pas un mot qui existe, mais je vais le dire, la moellosité de ta voix. Il y a comme quelque chose de confortable, si on t'écoute, puis c'est le fun de découvrir ça là, pour nous, auditeurs. Là. Merci, mais honnêtement, j'ai eu beaucoup d'aide, par contre, pour ça, parce que en studio, j'avais mon réalisateur Alexandre Martel, puis aussi mon preneur de son, Francis, qui ont testé, on a testé des micros, mais aussi, ils m'ont... T'sais, en tout cas, on niaisait avec Alex parce que j'enregistrais mes voix tard le soir dans une petite pièce fermée. Puis Alex, pour me niaiser, il barrait la porte puis il était comme « Là, c'est ta place. » Puis tu sais, des fois, genre, je montais debout sur des sofas, je sautais, genre, pour essayer d'aller chercher de quoi que je savais pas que j'avais. Tu sais, j'étais vraiment à la recherche de mon personnage, de mon identité vocale, tu sais. Puis mon équipe m'a vraiment aidée pour ça, là. Tu sais, comme « Vas-y! » Puis comme « Non, pas, on recommence! » Tu sais, beaucoup de genre d'encouragement, là. Ça a l'air agressif, comment je le dis, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus de l'encouragement, comme genre, tu vas-y, tu sais, tu l'as.
c'est ça, va chercher ce que tu as à aller chercher. Là. Puis comment t'as su que tu l'avais trouvé? Je sais pas encore. OK. Ben, je veux dire, j'écoute. Je suis vraiment contente de l'album. Je suis contente de mes prises de voix. Je suis contente du grain. Mais je me sens encore... petite dans mes culottes quand je viens ici puis que je me présente toute seule avec ma guitare. Là, ça me stresse. J'admire les grandes voix, j'admire les voix solides, j'admire les voix justes qui sont capables justement de flexibilité puis de virtuosité, puis j'ai pas ça. Fait que on dirait que je l'aime, ma voix, mais je suis pas 100% en paix avec encore. Mais si tu avais tout ce que tu as décrit, tu serais qu'une voix parmi tant d'autres. Alors que là, tu as quelque chose d'unique, là. Je trouve. Tu sais, ta voix, je peux pas la comparer à grand-chose. Ben merci. C'est vraiment gentil de dire ça. Puis évidemment qu'on veut tout ce qu'on n'a pas, là, tu sais. Oui. Puis c'est ça. Je me dis quand même, ah oui, mais je pourrais avoir mon unicité, mais juste chanter un peu mieux, tu sais. On peut toujours s'améliorer. Ben On peut oui, toujours ben être oui. plus, c'est clair. Oui. Puis en même temps, je pense que si on était satisfaite de ce qu'on a en ce moment, peut-être qu'on stagnerait. Exact. Je dis pas de vivre tout le temps dans l'insatisfaction, mais de chercher à sortir de sa zone de confort, c'est pas mauvais du tout. Là. Moi, je pense que c'est quand même important. Là. Absolument. Ouais. Puis je trouve que tu l'as terriblement bien fait dans ce nouvel album Merci. que tu as lancé. Merci. On va t'entendre chanter dans quelques minutes, mais avant, il y a un aspect de toi que j'admire énormément, puis c'est l'aspect auteur, entre autres À l'abri des hommes et des choses. Ton premier roman qui est sorti déjà il y a quelques années. Moi, j'avais été bien bouleversée quand je l'avais lu. Ah, merci. Merci. Je trouvais que c'était magnifiquement écrit. Qu'est-ce qui t'a amené de la chanson au roman? Quand je le faisais, je savais pas que c'était ça. Quand j'écrivais mon roman, je savais pas qu'est-ce qui me guidait. Je l'ai juste compris après coup, en rétrospective. Je pense que je l'ai écrit comme en 2016, 2016-2017. Puis c'était à la période de ma vie où j'étais définitivement le plus occupée. Tu sais, je pense que le climax des Sœurs Boulay, c'était dans ces années-là. On était tout le temps partis, jamais chez nous. On était souvent, même dans d'autres pays, tu sais. C'était vraiment bizarre, nos vies. Puis on était tout le temps surchargés, tout le temps avec des gens, tout le temps avec des nouvelles personnes. Puis les gens en attendaient beaucoup de nous, tu sais. On avait beaucoup de pression. Puis je pense que pendant cette période-là, je suis devenue peut-être l'ombre de moi-même. Là. Le plus l'ombre de moi-même que j'ai été, c'est dans cette période-là. Puis l'écriture, pour moi, je pense que ça a été une façon de me reposer de ce regard-là, de ces attentes-là. Le fait de ne pas devoir me maquiller, de ne pas devoir me coiffer, puis de ne pas devoir être polie, gentille, drôle, divertissante avec des gens, de juste être toute seule avec moi-même, puis de pouvoir devenir qui je voulais à ce moment-là. Ça a été une façon de me reposer. Puis c'est vraiment bizarre parce que j'ai créé dans ce roman-là un personnage qui est très neurodivergent, à un moment où j'avais aucune idée que j'étais neurodivergente, mais aussi j'avais aucune idée de c'était quoi, le TDAH, l'autisme au féminin, tout ça, j'avais aucune idée. OK. Pour vrai, là, zéro. Là. Puis là, j'ai fini mon roman. Puis là, les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'elle a, ton personnage? Pourquoi elle est comme ça? Puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'écrivais les traits de mon personnage. Puis ce qui ressortait, c'était autiste ou autiste Asperger. Puis là, j'ai fait, ouais, on dirait que j'avais pas réalisé, tu sais. Puis plus tard, j'ai eu mon diagnostic. Puis j'ai réalisé que dans le fond, ce personnage-là, c'était la partie bizarre de moi qui pouvait plus exister parce que j'étais toujours en train de vouloir être la personne, vouloir plaire, en fait, vouloir satisfaire les attentes, vouloir être gentille, être polie, rire, faire rire. Puis il y avait la petite fille qui se sent vraiment bizarre, puis qui se sent décalée, puis qui comprend pas les codes, qui est en train de mourir en moi à petit feu, qui est apparue dans ce livre-là. C'est comme la version distillée, tu sais. Wow! Mais ça m'a full pris de temps avant de comprendre. Là. J'ai compris ça il y a genre 2-3 ans. Là. C'est vraiment bizarre. Tout le long, j'écrivais, là, mais genre, c'était une expérience incroyable parce que j'écrivais comme... C'était fulgurant, là. Ça m'a pas tant pris de temps. Je comprenais pas d'où c'est que mes idées venaient. J'étais comme... Puis je leur lis aujourd'hui, je suis comme... Oh mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça. C'est comme un rêve, là. C'est vraiment bizarre. C'est comme mon inconscient qui a parlé à travers mes doigts, puis j'ai juste écrit, j'ai vidé cette soupape-là. Puis ça a donné ce personnage-là. Puis j'ai jamais été capable de réécrire de quoi de bon après ça en littérature.
c'est fou. De quoi de bon à ton goût, à toi? Non, je dirais... Oh, t'as soumis des projets qui n'ont pas été acceptés. Ouais, ben en fait, j'ai eu une commande pour OK. un autre roman que j'ai fait. Puis finalement, ça a été refusé, mais avec raison, là, c'était vraiment pas très bon. Un jour, je sais que je vais probablement être capable de réécrire quelque chose de correct, mais c'est pas encore venu, malheureusement. Mais les commandes, moi, je trouve ça rushant. C'est vrai que c'est rushant. Ça m'est arrivé une fois, puis depuis, j'ai refusé les propositions de commande parce que on dirait que c'est comme s'il faut presser le citron pour que le jus sorte, puis ben, s'il n'y a pas de jus, il n'y a pas de jus. Puis satisfaire des attentes, justement. Tu sais, on parle de l'absence d'attente. Ouais. Mais toi, il a été publié, le projet? Ouais. Est-ce que tu es quand même fière ou tu te reconnais pas quand... Excuse-moi, je vais peut-être... Oui, non. En fait, je suis fière, mais c'est un des trucs que j'ai pas aimé, bon, évidemment, il y a les attentes, il y a la pression, puis il y a aussi les deadlines, tu sais. Ouais. Puis moi, dans mon cas de figure, j'ai été un petit peu niaiseuse quand j'ai signé le contrat parce que le délai d'écriture se pouvait si j'avais T'avais rien pas d'autre. d'enfant, je faisais pas de radio, j'avais pas de chum. Si j'avais tout pas ça, ça se pouvait. J'avais oublié ça. Oh là là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a été très malades parce que mes gars ramènent tous les microbes de la garderie. Oh non. Puis, fait qu'en bout de ligne, oui, le roman est sorti, puis tu sais, je suis contente, mais j'ai pas aimé l'expérience de la pression et tout ça. Ouais. Parce Je que comprends pour moi, la vraiment. création, c'est pas ça. Je suis Ouais. pas une usine. Moi, quand j'écris, c'est pour le plaisir. C'est Ouais. pour vider quelque chose, pas... C'est ça. Je comprends full. Mais en même temps, je suis contente de savoir que tu fermes pas la porte à ça. C'est peut-être pas là, mais... Ouais, non, je ferme vraiment. J'ai tellement aimé ça, puis ouais, je sais que j'ai quelque chose en moi. Tu sais, un jour, mettons, c'est super prétentieux, mais je sais qu'un jour, j'aimerais ça écrire pas mes mémoires, mais comme quelque chose de l'ordre de l'autofiction. J'aime beaucoup l'autofiction. Je sais que c'est un style qui a pas tant que ça bonne presse, là, mais moi, j'adore, puis j'aimerais un jour aller là. Mais on dirait... Bien, premièrement, j'ai peur. Justement, on parlait de la censure puis de parler d'autres personnes. On dirait que pour faire ça, il faudrait que je parle de d'autres personnes. Puis là, je voudrais pas les blesser. Puis là, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, mais j'aimerais vraiment ça, un jour, écrire plus sur mon histoire, genre. Totalement. Ouais. Mais si tu te mets à nu autant en chanson, pourquoi pas en livre? Ouais. Mais je comprends que pour pas On dirait blesser que les c'est gens. plus comme... Ouais. Ouais, moi, j'attends que certaines personnes meurent autour de moi C'est ça, j'allais dire. C'est terrible à dire, Non, hein? mais c'est exactement ce que j'allais dire. pour éviter les représailles ou les Ouais. malaises. Ouais. Voilà. Ouais, des fois, j'ai envie de commencer à écrire des affaires puis je vais attendre quelques années avant de peut-être le publier. Ouais. Mais c'est un bon truc. Comme ça, on n'oublie pas les affaires. On risque moins de les oublier, en tout cas. C'est mais- ça. Je te file, 100%. Ouais. Revenons à cet album qui est magnifique. On serait dû pour une autre perfo. Moi, ça me OK. tente. Je veux pas t'attendre, mais je t'attends. Bon, d'abord, tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que toi, tes titres de chansons, tu les as pas appris parce qu'ils sont trop Ils longs. sont trop Pourquoi longs. tu as écrit des titres longs de même si tu les apprends pas? Je trouve ça beau. Oui. Je me sens comme une artiste quand je regarde mes longs titres. Wow! OK. Il y a quelque chose de prétentieux Je dans ma comprends. démarche. Non, mais j'aime ça. Puis en fait, le fait que tu l'assumes, c'est parfait. J'ai chaud. Fait que tu te Mais- sens artiste avec tes longs titres. Ouais, je me OK. sens comme une poète. Mais sur ma feuille, quand on fait des choses sur nos feuilles, c'est écrit un mot là, qui OK. nous rappelle les tunes. Fait que des fois, j'ai de la misère à m'en souvenir. ça. Puis c'est quoi cette tune-là pour toi? Je vais pas t'attendre, mais je t'attends. Combien on a de temps? OK. Le temps que tu veux. Parce que j'ai une amie qui est extrêmement créative, brillante, intelligente, drôle, qui a un univers mental vraiment foisonnant, qu'elle, elle invente des expressions dans la vie OK. avec ses sœurs, avec sa gang, puis ils ont inventé l'expression « avoir un Robert ». Avoir un Robert, c'est pas nécessairement un Robert, ça peut être une femme, un homme, peu importe. C'est une personne dans ta vie avec qui tu as eu soit un fling ou soit une petite aventure, soit quelque chose, mais ça a pas été, t'as pas été en couple avec cette personne-là. OK. C'est juste qu'il y a eu un petit quelque chose, une petite étincelle, mais pour une raison ou une autre, ça s'est estompé, puis c'est resté un peu inachevé, inabouti. OK. Mais qu'à chaque fois que tu vois cette personne-là, pendant longtemps, tu t'es comme « Ah, ça se serait-tu pu? Qu'est-ce que ça aurait donné? » Ou tu as des petits papillons, tu as un petit feeling. Ben, moi, j'avais un Robert, puis c'est une chanson que j'ai écrite pour mon Robert, dans le fond. Mais c'est extrêmement déloulou, comme je disais tantôt, parce que je dis dans la chanson qu'on va se retrouver, puis que ça veut dire quelque chose, puis ça voulait absolument rien dire. C'était juste moi qui étais en délire mental. Mais
Mais c'est une chanson qui est un hommage au Robert. Fait que moi, je pense que tout le monde en a. Il y a des gens à qui j'en parle qui disent « Ah, moi, j'en ai pas ». Mais je pense que peut-être ils mentent. Parce que je suis persuadée que dans la vie, on rencontre plusieurs personnes qui vont toujours un peu nous faire un petit quelque chose, tu sais, puis que c'est comme beau à quelque part, puis c'est bien correct, puis c'est pas malhonnête de reconnaître ça. Totalement. Ouais. Moi, j'aime l'opposition entre la poésie de « Je veux pas t'attendre et je t'attends » et « C'est une toune sur mon Robert ». Tout ça, c'est parfait, ça se marie bien ensemble, ça te définit bien. Est-ce que ça te tente de nous chanter ta toune pour ton Robert? Je vais faire la toune du Robert. Oh, je veux pas t'attendre, mais je t'attends. Stéphanie Boulay dans le balado Fréquence Québec. On s'est touché une nuit, on savait pas comment. On avait toute la vie, on a pris notre temps. J'aurais dû essayer d'être plus belle que ça, de chercher comment te faire tomber en amour avec moi. J'ai pas su pourquoi t'es jamais revenu. Est-ce que j'ai paru plus fragile que j'aurais dû? Est-ce que j'ai trop compté sur ton cœur qui battait si vite pourtant? Quand tu tremblais en me déshabillant. Je me suis perdue en trouvant ta trajectoire. Je suis suspendue entre le délire et l'espoir. Je n'en parle plus. Personne ne veut me croire, mais je suis convaincue qu'on se retrouvera tôt ou tard. Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est la folie? Si ton nom reste l'un de mes mots favoris, si notre amour jamais ne me rend aussi triste, est-ce que parfois même les choses qu'on ne comprend pas existent? Pourquoi depuis toi je reste plantée là? Des années ou des mois, je sais pas, je sais pas. À chaque nouveau corps, c'est le tien que je vois, mais je fais semblant. Je veux pas t'attendre, mais je t'attends. C'est comme si depuis toi le temps avançait pas. Des années ou des mois, je sais pas, je sais pas. Et je tombe encore chaque fois que je te vois, mais je fais semblant. Je veux pas t'attendre, mais je t'attends. Je me suis perdue en trouvant ta trajectoire. Je suis suspendue entre le délire et l'espoir. Je n'en parle plus. Personne ne veut me croire, mais je suis convaincue qu'on se retrouvera tôt ou tard. Je me suis perdue en trouvant ta trajectoire. Je suis suspendue entre le délire et l'espoir. Je n'en parle plus. Personne ne veut me croire, mais je suis convaincue qu'on se retrouvera tôt ou tard. 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 Stéphanie Boulay. Oui. J'étais stressée de te rencontrer. Là. C'était un peu exagéré, mais c'est parce que, en fait, j'avais beaucoup d'admiration pour toi, puis je voulais être à la hauteur de ton intelligence puis de ta sensibilité. Puis j'ai tout aimé de notre conversation. Ben moi aussi, j'étais stressée de te rencontrer. Fait que je suis bien soulagée et contente de notre conversation. Les deux grands folles, stressées de jaser. Voyons, on va retirer une bûche du feu. Là, au moment où on enregistre le balado, tu es en petite pause de tournée, mais tu reprends ça cet hiver. Exact. On recommence fin janvier. Fin janvier. Jusqu'à quasiment la fin de 2026. Là. J'ai une longue tournée. Je suis vraiment étonnée.
Ben, c'est pour compenser le fait que pour ton premier album, tu as choqué. Exact. Là, tu choques pas. Exact, Là, je tu choque viens pas, là. présenter tes nouvelles Ouais. chansons. Ouais. J'invite les gens aussi à te suivre sur tes réseaux sociaux, notamment Instagram. Moi, tu me fais rire avec tes réflexions. Je te trouve drôle là, quand tu nous fais ta liste de ce qui s'est passé dans ta journée, puis ça inclut une colonoscopie ou une gastro. gastroscopie, les deux. Tout ça, là, ça me Ouais. fait. J'aime ça te suivre dans tes aventures Merci. quotidiennes. Puis merci de t'être prêté au jeu du balado. C'était Merci vraiment le fun de te infiniment. recevoir. Merci.